plusieurs choses, plusieurs outils sont à notre disposition. Moi, c'est sûr que la première chose, la première ressource que je vais tirer, c'est mon entourage. Donc, poser des questions, des gens qui sont déjà dans ce poste, dans ce domaine. Moi, j'ai changé de domaine aussi, donc je me suis retrouvée avec recommencer presque à zéro avec le réseau au niveau de la finance. Alors, j'ai tiré sur mon conjoint de l'époque. Bonjour et bienvenue au balado de l'AFFQ, les parcours inspirants. Aujourd'hui, on va discuter de comment atteindre la prochaine étape de sa carrière. Je suis Daisy Dédéan, votre animatrice aujourd'hui. Je suis directrice principale de gestion des risques de la Banque nationale du Canada, membre des comités ESG et mentorat de l'AFFQ. L'Association des femmes en finance du Québec vous offre une série de vidéos et de balados sur 6 parcours inspirants professionnels du monde de la finance. Chaque épisode abordera un sujet spécifique, que ce soit en lien avec la prochaine étape de la carrière, les meilleures pratiques pour être bonne gestionnaire, les clés pour devenir un bon leader, ou encore comment faire pour atteindre la prochaine étape de la carrière, notre sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va discuter de ce passage à la prochaine étape de carrière. Alors qu'on a acquis certaines compétences techniques, il faut maintenant travailler sur les compétences plus comportementales et élargir notre réseau. Quelles sont les ressources et les outils qui peuvent nous améliorer notre proposition de valeur? Et comment les gens, puis notre réseau et ces outils-là vont nous aider à arriver à cette prochaine étape de carrière? Jennifer Dulac et Jessica Vu nous donnent leurs conseils et nous dévoilent les meilleures pratiques pour passer à la prochaine étape. Commençons par les petites présentations. Bonjour Jennifer. Bonjour Daisy. Bonjour Jessica. Bonjour. Jennifer Dulac, tu es directrice de compte chez Alten Canada, une firme de conseil en technologie de l'information. Tu es spécialiste en transformation TI et en conseil métier. À la FFQ, tu es co-directrice des comités ESG et diversité et inclusion. Jessica Vu, bonjour Jessica. Bonjour. Tu es leader de pratique programme de surveillance chez Desjardins. Tu es responsable de mettre en place des programmes de surveillance en conformité réglementaire auprès des intervenants internes. Tu es membre actif de la FFQ et tu étais aussi membre du comité Gala lors de l'édition 2021. Commençons, mesdames, par la base un peu. Racontez-moi un peu votre parcours, les étapes que vous avez franchies depuis le début de votre carrière professionnelle. Jennifer, si tu veux commencer. Avec plaisir. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Rebonjour Daisy. Bonjour Jessica. Moi, je suis passée vraiment sur ces 10 dernières années d'un profil très opérationnel à aujourd'hui du développement d'affaires. Donc j'ai commencé par être analyste quantitative pendant 7 ans. Dans une société de gestion à Paris, en France. Le principe, c'était... j'avais 2 grandes casquettes. Il y avait une partie où je créais des outils d'aide à la décision pour les gérants de portefeuille, donc aussi bien côté action que côté monde obligataire. Et à côté de ça, je gérais aussi un portefeuille de produits structurés et dérivés de bout en bout. Donc, je réfléchissais à la stratégie, mais je faisais aussi toute la valorisation et puis ensuite le suivi du portefeuille. Ce qui m'a permis, en fait, d'acquérir une vision très transverse sur le monde de la gestion d'actifs, mais aussi les enjeux des banques d'investissement parce qu'on travaillait main dans la main. Derrière ça, j'ai eu la chance d'être consultante pendant 2 ans. Toujours à Paris. Et ensuite, on m'a donné l'opportunité de venir développer notre filiale à Montréal, au Canada, et par la fusion de Nexeo dans l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais et Alten Canada, enfin tout du moins l'absorption par Alten. Aujourd'hui, je suis directrice de compte chez Alten, ce qui consiste en du développement d'affaires. Donc là encore, je vais utiliser mes compétences plus académiques, mathématiques, et puis de finance pour aller ouvrir une nouvelle business unit sur la finance. On va retrouver aussi bien du risque, donc marché, crédit, contrepartie. On va retrouver la conformité et de la gouvernance. Donc on pourra en discuter, Jessica, si tu veux. Et puis aussi toute la partie ESG, finance responsable, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis une dizaine d'années parce que j'ai eu la chance, grâce à toutes mes expériences, de pouvoir vraiment travailler dessus, aussi bien dans la création de portefeuilles ESG que dans l'accompagnement des clients sur ces thématiques. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Merci Jennifer, puis merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir de faire ta connaissance à toi et à Daisy. En ce qui me concerne, moi, mon parcours en finance a été peut-être un peu moins classique. Alors, je suis avocate de formation et j'ai commencé ma carrière en pratique privée dans un cabinet d'avocats. Je faisais du litige d'assurance, donc on n'était pas en finance du tout. Ensuite, j'ai passé 1 an en contentieux d'Intact Assurance.
Et à la fin de mon contrat, ça coïncidait avec 50 barreaux. C'est là que j'ai commencé à me questionner, bon, mais quelle serait ma prochaine étape? Est-ce que je retourne en pratique privée? Est-ce que j'accepte un autre contrat chez Intact, mais dans un autre département qui n'impliquait pas d'aller à la cour cette fois-ci? Ou bien est-ce que je m'éloigne du litige puis j'essaye complètement autre chose? Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai vu passer l'offre d'emploi pour un enquêteur profil avocat à la division de la réglementation de la Bourse de Montréal. Alors, je me suis essayée, je me suis dit, allons faire cette entrevue pour en savoir plus. Et c'est comme ça que, en fait, je suis tombée dans la soupe, comme on peut dire. J'ai trouvé ma place en finance, en valeurs mobilières, en conformité. Je suis restée à la bourse 3 ans, au cours desquels, oui, la courbe d'apprentissage a été abrupte, mais tellement enrichissante. Je m'étais donné 1 an pour aimer ça, puis finalement, je suis restée 3 années, 3 belles années, au cours desquelles je suis devenue enquêteur principal, chef d'équipe. Quand j'ai quitté, on avait grossi, en fait, nos activités. On avait des dossiers qui étaient complètement différents en termes de complexité par rapport à quand je suis arrivée. Et j'ai commencé il y a quelques semaines. En fait, le défi suivant a été d'accepter le poste de leader de pratique, programme de surveillance chez Desjardins, donc nouvellement en poste pour cette nouvelle étape dans ma carrière. Félicitations, du coup. Félicitations, effectivement. Dis-moi, Jessica, est-ce que, en parcourant ces étapes de carrière, avais-tu des objectifs plus long terme fixés ou suivais-tu plutôt les opportunités qui se présentaient à toi? Un mélange des deux. Je vais dire que j'avais une ligne directrice, mais c'est en voyant les opportunités qui s'offraient à moi que là, je modulais mes objectifs puis les façons d'y arriver. Donc, par exemple, pour devenir chef d'équipe à la Bourse de Montréal, un exemple récent. J'aspirais pas à ça aussi rapidement. J'en avais parlé avec mon gestionnaire dans ma première année de pratique, mais en pensant peut-être dans 2-3 ans, lorsque j'aurai plus de connaissances et que je serai mieux installée. Cependant, après 1 an et quelques mois, on a eu une restructuration à l'intérieur de la division et j'ai eu le poste de chef d'équipe par intérim. Alors, tout d'un coup, j'ai été propulsée dans ce poste-là. Mais après ça, j'ai modulé mes objectifs pour m'assurer, qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir le poste de façon permanente maintenant? Alors, c'est comme ça que j'ai bâti, puis j'ai travaillé avec mon gestionnaire aussi pour atteindre cet objectif. C'est une roue qui tourne. Et toi, Jennifer? Au début, je me suis un peu laissée porter. J'avais pas fait d'apprentissage, j'avais pas fait de stage, j'étais pas partie à l'étranger. Je suis un peu tombée... Après mes 5 ans d'études, j'ai été en stage et puis j'ai été engagée, donc je suis restée quand même longtemps. Quand je parle souvent d'expertise, je suis montée en expertise et j'ai eu la chance d'être responsable d'équipe assez rapidement, mais j'étais pas prête en fait. Enfin, avec le recul, je me rends compte que j'étais pas prête. J'avais l'expertise technique, mais j'avais pas la maturité avec la vision globale de l'équipe, prendre de la hauteur. J'avais une vision pas abrupte, mais on va dire ma vision à moi, à mon sens, c'était celle des autres. Pour réussir, il faut travailler de telle manière, il faut mettre telle énergie, il faut faire comme ci, comme ça. Et en fait, ça marchait pas. Du coup, on avait pas mal de conflits, on n'était pas d'accord, on n'était pas en ligne. Même si les résultats y étaient de manière opérationnelle, on passait des mauvaises journées. Et à ce moment-là, j'ai été voir ma gestionnaire au-dessus et je lui ai dit, j'ai un problème, j'ai tel sujet, comment je peux l'aborder? Et en France, on a une autre culture aussi sur pas mal de sujets. Je pense que c'est vrai dans d'autres pays, mais tout du moins, ça n'a pas l'air d'être la même chose qu'en Amérique du Nord. On est très sur la hiérarchie, sur les diplômes, sur faire ses preuves, mais pas forcément au quotidien, au travail, mais plus sur de l'académique. Et le point, c'était de dire, soit tu prends sur toi, soit tu t'en vas. Et je me suis dit, ça me va pas, donc je m'en vais. Et je me suis retrouvée un peu par hasard à faire du conseil. Et puis, on en reparlera peut-être après, mais du coup, en fait, je me suis retrouvée enceinte et puis du coup, j'avais un nouveau poste et une nouvelle opportunité. Et en même temps, je devais manager une équipe de personnes qui étaient analystes quantitatives comme moi, bien plus techniques que moi, mais là, pour le coup, j'avais un peu appris de mes erreurs, donc j'étais plus à même à les accompagner. Et un peu par hasard aussi, quand j'ai eu le poste pour diriger l'entité canadienne de Nexeo, ils m'ont dit, est-ce que tu n'as pas envie de le faire? Et je leur ai dit, est-ce que vous pensez que j'ai les compétences? Et au final, je me suis rendu compte que oui. Qu'est-ce que c'est aussi de manager une équipe? C'est de reconnaître les talents, c'est de savoir comment s'entourer. Je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que oui, il y a des gens très brillants. Bon, ça ne fait pas la majorité des gens, il faut être réaliste. Des Steve Jobs, des Peter Thiel, des Jeff Bezos, il n'y en a que quelques-uns. Mais ce n'est pas grave. Et on peut être manager, on peut gérer une équipe, on peut être gestionnaire en ayant une vision plus globale, en étant moins technique,
mais en sachant comment reconnaître les talents et puis en ayant une vie plutôt stratégique. Donc c'est ce qui m'a permis en fait d'aller faire mon prochain step. Et avec le rapprochement avec Alten, oui, j'étais complètement débutante dans le développement des affaires, comparé à mes collègues qui, eux, font ça depuis 3, 4, 5, 6 ans, voire plus. Mais j'ai aussi toute cette partie finance, et vu qu'on a beaucoup de nos clients qui sont des institutions financières, c'est aussi plus facile pour moi parce que quand je vais les voir, je comprends leur sujet. J'ai été en interne, j'ai été consultante, je suis de l'autre côté. Donc j'ai vraiment cette vue très globale pour comprendre leur sujet, pour leur apporter la bonne personne. Et de l'autre côté, quand je parle à nos consultants ou nos candidats, j'ai été dans leur basket. Donc c'est aussi peut-être plus simple pour moi et peut-être plus agréable pour eux, ou tout du moins, ils sont peut-être un peu plus en confiance sur leur prochaine étape parce qu'on parle le même langage. Donc je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est... J'ai été opportuniste, on va dire, dans le bon sens du terme, j'étais ouverte aux opportunités, mais je me suis aussi dit, bon bah, voilà mes compétences. Je sais où m'évaluer, je sais que je suis pas la meilleure, je sais qu'il y a des gens qui codent mieux que moi, qui font mieux la gestion de portefeuille, etc. Mais j'ai cette vision globale qui me permet aujourd'hui, après 8-10 ans d'expérience, d'aller manager une équipe ou de monter une équipe ou tout du moins d'aller porter un projet. Intéressant. Tu as parlé un peu de quelques défis, Jennifer. Quand tu penses à l'avancement de ta carrière, c'est quoi qui aurait pu t'empêcher? C'était quoi les défis qui auraient pu te retenir d'avancer plus vite ou plus fort? Je pense qu'au début, c'était l'âge, parce que j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. Quand j'ai commencé à prendre un poste à responsabilité, je devais avoir 25 ou 26 ans, ce qui est quand même assez jeune, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait plus d'études que moi, ou des études qu'ils ont complétées, ou qui ont fait des échanges à l'étranger. Donc j'avais le même âge, voire plus jeune que les stagiaires, et en même temps, j'avais plus d'expérience qu'eux, donc c'était aussi la légitimité. Ça a été dur de montrer ma place et de pas taper sur la table pour dire « non mais voilà ce que j'ai fait ». Et du coup, c'est un long apprentissage parce qu'il faut parler le bon langage, il faut prendre de la hauteur, il faut enlever l'émotionnel. Et c'est ce que j'ai appris avec les années, c'est qu'on est au travail, on n'est pas là pour se faire des amis. Alors je dis pas que le travail c'est la guerre, c'est juste que on doit être courtois, on doit être poli, c'est important, mais on doit apprendre à travailler ensemble. Et si on n'est pas amis, c'est pas grave. C'est juste pas grave. Faut juste avoir des bonnes relations parce qu'on peut pas arriver au sommet tout seul, il faut le faire aussi avec les autres. Ça, c'est le premier point. Et on peut travailler avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément, avec qui on prendrait pas un café, mais qui travaille très bien. Et il faut savoir reconnaître les compétences. Inversement, on peut beaucoup apprécier quelqu'un, mais avoir conscience que cette personne n'est pas forcément au bon poste ou peut ne pas nous apporter professionnellement. Et là non plus, c'est pas grave. Il faut juste avoir des relations avec cette personne en dehors du travail. Voilà. Donc ça, c'était le point. C'était un de mes premiers challenges. Et le deuxième challenge, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tombée enceinte quand j'ai commencé à faire de la consultation et du coup, c'était clair dans ma tête que ma famille était importante pour moi, mais aussi que la carrière était importante pour moi. Donc quand je l'ai annoncé, j'avais pas forcément d'appréhension et je pense vraiment, mesdames, avoir des enfants, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Et messieurs ou les entreprises, il faut garder en tête que oui, vous avez des gens qui vont créer des familles et tout le monde est content démographiquement que la population grossisse. Mais du coup, il faut les accompagner, ces personnes-là. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée, que mes gestionnaires, les hauts responsables l'ont pris de manière positive et du coup, m'ont accompagnée dans ce parcours. Même si, oui, pendant une période, j'étais pas là. Ça m'a pas empêché après d'être manager. Ça m'a pas non plus empêché pendant la période où j'étais enceinte d'aller au travail, de faire mon travail comme d'habitude. Alors oui, parfois, on est absente. Parfois, oui, on se sent pas bien. C'est le jeu. Mais comme quelqu'un qui aurait au ski et puis qui se casserait la jambe, comme quelqu'un qui attrape la grippe ou le Covid. C'est les aléas de la vie. Je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Ça a été un challenge et je l'ai plutôt bien vécu. Je sais qu'il y a des gens qui le vivent moins bien que moi. Donc je pense que voilà, ça a été un peu mes deux gros challenges. Et on va dire que le dernier challenge, ça a été là récemment où j'ai peut-être plus d'expérience sur la carrière en termes de nombre d'années par rapport à mes collègues chez Alten Canada. Mais en termes de développement des affaires, c'est assez nouveau pour moi. Et du coup, il faut prendre de la hauteur et avoir l'humilité pour comprendre que j'ai des choses à leur apporter, mais ils ont beaucoup aussi à m'apporter dans leur quotidien, ces nouvelles cultures, ces nouvelles manières de travailler que je connais pas forcément. J'ai conscience que j'ai beaucoup de choses à rattraper de ce côté-là, donc je suis prête à, c'est pas régresser, mais à faire un pas en arrière, et en même temps à donner de mon temps pour eux, les faire monter en compétences sur des choses que moi je connais bien, comment marche la banque d'investissement, comment gérer une équipe qui ont des profils un peu divers ou qui sont très techniques quand c'est pas du tout notre technicité. Donc je pense que c'est jouable, même si on a des défis, je pense que c'est le jeu. Mais il faut savoir en tirer parti et puis ne pas se laisser décourager. Je pense que c'est l'essentiel.
Mais je pense que ce qui ressort de toi puis qui te permet de surmonter tes défis, c'est que tu es quelqu'un qui est capable de t'adapter, qui est très souple aussi. Donc, tu t'adaptes aux gens dans ton équipe. En autant que l'objectif commun soit bien compris et le même pour tous, bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer puis travailler ensemble puis se rendre à où on veut se rendre. Donc, mais bravo. Bravo, j'aime ce que j'entends. Mais je voudrais t'avoir comme gestionnaire. Mais du coup, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ça te manque pas de pas aller au barreau, d'être plutôt dans un bureau, faire quand même un métier assez différent, même si peut-être intellectuellement c'est le même genre de challenge, mais dans le quotidien c'est pas du tout la même chose. Avant t'étais avocate, du coup t'allais au barreau, t'allais plaider. Aujourd'hui tu encadres une practice, donc j'imagine que tu partages aussi ton expérience, tu passes du temps avec les équipes. Est-ce que ça te manque pas? Il y a des différences, mais il y a aussi des similarités ou des similitudes. Excusez-moi, à la maison, là, je me rappelle plus le mot exact. Mais quand j'ai quitté la pratique traditionnelle, je savais à quoi je renonçais. Donc, aller à la cour, oui, rencontrer les clients, monter un dossier en suivant les procédures. Ceci dit, il y a beaucoup de compétences qui étaient transférables par rapport à ce que je faisais avant à l'étape suivante, donc être enquêteur. Ça veut dire que j'ai continué à faire des interrogatoires, à aller rencontrer les gens, d'aller gérer les objections des avocats qui accompagnaient leurs clients parfois. La rédaction de rapports, c'est encore là. Les présentations devant soit les participants, les clients, l'éducation, ce volet-là de devoir faire du public speaking, un peu, ça s'est resté. Alors, j'ai pu transporter beaucoup du savoir-faire avec moi, même si j'avais pas les connaissances en finance. Après ça s'est bâti avec le temps. Puis bon, le savoir-être, mais je suis restée moi-même. J'ai amené la même éthique de travail qui est reconnue, en fait, qui est ma marque de commerce et qui est quelque chose qui m'a permis d'évoluer autant quand j'étais en cabinet, en pratique traditionnelle du droit, que maintenant, en conformité. Et du coup, j'ai juste une autre question parce que je reviens sur ce que tu avais dit un petit peu avant quand tu étais à la bourse. Tu as dit, je pensais demander un poste de gestionnaire au bout de 3 ans. Et puis au final, tu t'es retrouvé un peu par hasard. Enfin, non, c'est jamais par hasard, hein, c'est par ton travail. Mais tout du moins, ça t'est tombé dessus, l'opportunité, parce que tu remplaçais quelqu'un par intérim. Comment ça s'est passé concrètement? Parce que il y a des gens qui vont te dire ça aurait pu être ton voisin. Peut-être que toi, tu t'es dit ça aurait pu être mon voisin. Et pourquoi tu t'es dit aussi ce sera dans 3 ans? Est-ce que tu te dis que pour monter en compétence sur un poste, il faut 2 à 3 ans? Ou est-ce que tu sentais que par rapport à ce qui était en cabinet et la bourse, c'était différent et du coup, tu sentais qu'il y avait un gap en termes de compétences? C'est une bonne question. Je pense que mon pire ennemi est moi-même, puis c'est moi qui me mets mes propres limites. Donc, je m'étais donné ce timeline de 3 ans parce que je me disais dans ma tête, je pense que je ne serais pas confortable de bouger avant 3 ans parce que je veux faire mes dossiers de A à Z avant, je veux finir tel cours en valeur mobilière avant. Donc, je m'étais créé tous ces échelons moi-même avant d'être confortable pour appliquer sur le poste de senior, d'enquêteur principal. Le rôle de chef d'équipe a été créé avec la restructuration. Donc, quand ça a été créé, ils ont pensé à moi. J'étais super contente, mais ça m'amène à parler, en fait, de ce défi à moi qui revient à travers ma carrière. Ça fait 8 ans que je suis sur le marché du travail, qui est le syndrome de l'imposteur, en fait, puis qui prend plusieurs formes, qui apparaît selon les circonstances différentes. Donc, oui, quand j'ai été nommée chef d'équipe, je me suis dit, ça y est, ils vont me démasquer. Ils vont bien se rendre compte que j'ai pas les compétences puis j'ai pas les connaissances. Puis récemment, en fait, lorsque j'étais chef d'équipe puis que je passais en entrevue quelqu'un pour venir agrandir l'équipe, je passais ce candidat qui avait énormément de potentiel, mais qui se retrouvait à être un homme plus âgé que moi, qui avait beaucoup plus d'expérience dans le domaine des enquêtes que moi. Puis je me disais, pour le bien de l'équipe, je pense que ce serait lui, mais en même temps, ça va lui prendre 2 semaines, puis là, il va se rendre compte, il va aller parler à mon gestionnaire pour dire, mais c'est qui celle-là qui est cette fille qui est au-dessus de moi dans la hiérarchie? Alors, avec le temps, j'ai appris à démonter un peu, puis à essayer de parler, d'adresser ce syndrome, ce problème que j'ai, mais qui, je pense qu'il va rester toute ma vie. Donc, premièrement, c'est que je l'ai identifié. Et je me suis dit, c'est qui cette petite voix-là qui me dit que je suis pas assez, que je suis pas assez compétente? Puis une fois qu'on se rend compte que ça vient de moi, c'est personne d'autre que moi, le candidat, il a rien dit en entrevue qui laissait croire qu'il n'avait pas confiance en mes capacités. Donc, premièrement, l'identifier. Deuxièmement, je me suis assise avec mon petit carnet parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit à voix haute. Puis je lui ai écrit, qu'est-ce que me dit ma voix?
je suis pas assez, mais au contraire, voici ce que j'ai, ce que j'apporte à la table, voici, j'arrive toujours préparée à mes réunions. Je suis super bien organisée. Et quelqu'un qui rentre dans mon dossier en cours de route va trouver exactement où sont les trucs. Donc, voici mes forces. J'ai parlé avec mon réseau, mes collègues de confiance qui me voient travailler, qui ont travaillé avec moi, qui me voient évoluer dans tous les jours, qui m'ont validé. Donc, ça va m'amener à parler aussi de l'importance du réseau puis d'avoir une garde rapprochée, soit à l'interne, soit à l'externe. Puis, troisièmement, mais je suis passée à l'action. J'ai demandé au candidat en entrevue, « Comment tu te sens, toi, à l'idée de travailler avec une fille qui est plus jeune que toi? » J'ai écouté sa réponse. J'ai été rassurée, puis après ça, on a travaillé ensemble, puis on s'est rendu compte que, mon Dieu, on a tellement à s'apporter, on s'est complété, on a adoré travailler ensemble. Lui, il m'a apporté au niveau des connaissances en manipulation de marché, puis en analyse de données. Puis moi, mais j'ai pu l'accompagner au niveau de la rédaction de rapports, au niveau des capacités organisationnelles pendant qu'il s'intégrait à sa nouvelle équipe. Puis maintenant, on travaille plus ensemble, mais on continue de se voir, puis quand on se parle, oh mon Dieu, je m'ennuie de toi, j'ai tellement aimé travailler avec toi. Alors, cette petite voix qui me freinait au début, qui me faisait tellement peur, ça venait absolument juste de moi. Puis à chaque fois que ça revient, parce que le syndrome va continuer à revenir à travers ma carrière parce que je me connais, mais je vais suivre ces 3 étapes-là. L'identifier, le démystifier, passer à l'action. On note. Mais c'est marrant parce que je pense qu'on a beaucoup cette réflexion de qu'est-ce que vont penser les autres parce que je suis une femme et je suis trop jeune ou plus jeune. Les hommes se posent pas ce genre de questions, je pense. Mais peut-être que c'est dans l'éducation ou dans la culture au sens très large, occidental ou même dans d'autres pays. En fait, quand... Je vais faire un petit parallèle un peu différent, mais je le vois avec les enfants. En tant que parents, on compare naturellement nos enfants aux ceux des autres pour se rassurer. Donc, c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais c'est un peu la même idée. Puis, on se dit, ah bah, mon enfant, il a 2 ans, mais ton enfant, il est propre, il dort la nuit, puis, parce que moi, les parents n'osent pas dire, mes enfants dorment pas la nuit, ils font pas leur nuit. Mais en fait, c'est juste, quand on les regarde, c'est assez intéressant parce que c'est la nature humaine, au sens âge, grand homme, et on voit que les gens évoluent de manière différente, ils ont des compétences différentes. Si par exemple, un enfant, il va dormir très bien la nuit, peut-être qu'il aura une moins bonne dextérité, puis il y en a un autre qui va avoir une meilleure motricité, et puis il va mieux communiquer. Puis il y en a un autre, en fait, il a 3 langues chez lui, donc naturellement, c'est sûr que c'est plus difficile de parler. Ça veut pas dire qu'il comprend pas. Je pense que c'est la même chose avec les adultes. On a des compétences intrinsèques qui se complètent dans une équipe. C'est pour ça que c'est très important de pas avoir que les mêmes profils dans l'équipe. Si on avait que des superstars dans une équipe, ça marcherait pas. Il faut avoir des gens il y a des gens qui sont très rigoureux, il y a des gens qui travaillent très bien, qui ont besoin. Enfin, ce ne sera pas les gens qui vont apporter les idées, mais ce sont ceux qui vont très bien les appliquer. Et ces personnes-là, on en a vraiment besoin. Il y a ceux qui vont apporter les idées, mais qui vont partir un peu dans tous les sens. Ils ont besoin d'être canalisés par d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'en fait, on fait une équipe qui va plus loin. Et ça reboucle avec ce que je disais au début, c'est on ne peut pas réussir tout seul. Donc, ce syndrome de l'imposteur, je pense que beaucoup de gens l'ont, mais c'est assez culturel, mais que si on le démystifie comme tu le dis, oui, c'est un exercice qu'on va faire au quotidien, et c'est pas quotidien, c'est peut-être tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, mais c'est aussi l'entourage, ça compte énormément. Je pense qu'on reviendra sur ce point un peu plus loin, mais il faut bien s'entourer, et c'est pas que l'entourage personnel, parce que le problème avec l'entourage personnel, c'est que à la maison ou dans notre quotidien privé, on est une personne, où on a une facette, parce qu'on a des enjeux différents, et dans le milieu professionnel, on a une autre facette. C'est pas que c'est pas la même personne, c'est juste que c'est des angles de vue différents. Tout à fait. Puis je pense que les amis vont aussi avoir tendance à vouloir nous dire ce qu'on veut entendre. Oui, pour être gentil. Alors qu'on a besoin de se faire sortir un peu de la zone de confort. Donc, je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est très important de bien s'entourer, et c'est très important aussi de se dire, le réseau, c'est très cool, mais si c'est juste pour prendre un café, ça sert à rien, on a des amis pour ça. Il faut oser dire, ok, j'ai vu cette personne, elle a un peu le même profil que moi, peut-être qu'elle est plus jeune. Parce que moi, ce que je trouve intéressant quand je fais des interventions dans les universités, c'est qu'ils sont bien plus jeunes que nous. Ils ont peut-être 8, 10, 12 ans de moins que nous, mais ils ont beaucoup moins d'a priori aussi. Ils ont des idées, ils n'ont pas peur, ils y vont, et puis aussi, ça évolue très vite aujourd'hui. Ce qu'on a appris il y a 10 ans, les grandes lignes restent les mêmes, hein, on a toujours les mêmes modèles, mais la manière de faire, la manière de procéder, par exemple, si on prend la finance pure, moi, quand j'étudiais, avoir un taux négatif, c'était impensable, c'était dans aucune théorie, dans le fichier Excel, quand on faisait la petite simulation, ça marchait pas. Aujourd'hui, comment ils font ?
les taux sont négatifs dans tous les pays, au moins jusqu'à 5 ans. Comment ils font pour valoriser une obligation? Je pense qu'ils le font toujours. Et quand ils vont en entretien, on va leur poser la question, il faut bien pouvoir répondre. Je trouve ça assez intéressant, en fait, de aussi se cultiver ou s'enrichir des personnes qui sont plus juniors que nous. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, qu'est-ce qu'elle doit penser la personne parce que je suis plus jeune et que je suis une femme? Bon, je suis une femme, j'apporte une autre vision, mais je suis plus jeune, peut-être qu'en fait, je suis plus à la page ou j'ai peut-être plus d'énergie, ou j'ai moins d'a priori. Parce que quand on reste très longtemps dans une société, c'est ça le problème aussi, c'est quand on reste très longtemps dans une société, on prend des plis qui sont plus difficilement... on peut pas trop changer les habitudes, alors que quand on est plus jeune, on est plus malléable, on est plus ouvert, on est plus alerte. Donc, je pense que c'est à garder en tête. Effectivement. Jessica, tu as parlé, je trouvais ça intéressant, tu as parlé un peu de comment tu étais un peu jetée, disons, dans un nouveau rôle. Tu n'avais pas postulé à un rôle ou quoi. Puis qu'au début, tu pensais tout de suite à tes opportunités d'amélioration, à comment je peux mieux faire, à qu'est-ce que j'ai à améliorer pour arriver à un poste comme ça. Alors que dès que tu as fait le switch, la transition à une réflexion plus de non, j'ai des forces, puis tu as dû le dire. Je trouve ça super intéressant parce que tu as dû le dire à haute voix, de dire j'ai ces compétences et ces compétences qui me permettent d'aller plus loin, puis qui me permettent de bien faire mon rôle, puis d'y être prête. Ça serait quoi? C'était quoi la prochaine étape de carrière pour toi? Est-ce que c'était un rôle de gestion? Est-ce que c'était... On en a discuté déjà, Jennifer, pendant notre vidéo. Est-ce que c'était un rôle d'être plus spécialiste, plus experte? Puis est-ce que tu penses que tu es rendue aujourd'hui? Puis après ça, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? C'est une bonne question. J'essaie de me remettre à quand je l'ai su. Quand j'ai su que j'allais avoir le poste par intérim, je l'ai su 15 minutes avant. Donc, les 3 chefs d'équipe qui ont été nommés, on était un peu jetés là-dessus. Donc, c'est sûr que les premières semaines, les premiers mois, il n'y avait pas de réflexion. C'était juste, OK, on réagit. Par la suite, oui, ce qu'on veut améliorer, il a fallu y réfléchir, mais je pense que ce qui est important de se rappeler qu'il faut faire en carrière, en milieu de carrière, c'est aussi de tabler sur ses forces. Donc, prendre ce recul-là, voir qu'est-ce que je veux continuer à mettre de l'avant pendant que je travaille sur les lacunes ou les faiblesses en coulisses. Lorsque j'ai eu le rôle de chef d'équipe, lorsque celui-ci est devenu permanent, mais là, je me suis pas assise non plus, je me suis questionnée, mais ce serait quoi la prochaine étape? À la division de la réglementation, la prochaine étape, c'est de devenir gestionnaire à part entière, mais ça commençait à faire un peu loin parce que ça reste une petite équipe. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à regarder à l'externe. Mais le poste de leader de pratique, ça a été une opportunité. Moi, j'avais appliqué sur un autre poste, en fait, chez Desjardins. Puis quand ils m'ont approché avec le poste de leader, il a fallu que je demande c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Je ne le savais pas, mais finalement, ça s'est avéré être une autre opportunité avec une description qui était différente. Mais j'en ai pris connaissance, puis je me suis dit, OK, mais d'abord, je pense que ce rôle-là va me permettre de continuer à évoluer alors que j'y avais pas pensé puisque je ne savais pas que ça existait. Alors, c'est comme ça que je me suis modulée, que j'ai modulé mon objectif. Puis là, maintenant que je suis leader de pratique depuis seulement quelques semaines, mon objectif, c'est juste de trouver mes repères, trouver ma dynamique dans ma nouvelle équipe, puis tout ça à distance, parce qu'au moment où on se parle, on est encore au travail à la maison. J'espère pouvoir voir les gens en personne bientôt, mais mon objectif en ce moment, c'est juste de m'adapter, de me rendre utile à mon équipe pour qu'ils ne regrettent pas leur choix. Donc, ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle encore une fois. Et ensuite on verra. Jennifer, peut-être, as-tu pensé à ça? Es-tu plus de l'école où j'aimerais travailler sur mes faiblesses puis m'améliorer, ou mises-tu plus sur tes forces? Es-tu vocale par rapport à ça avec ton réseau, dans ton organisation, avec tes équipes, tes gestionnaires? Je pense que c'est... je suis un peu comme Jessica de dire où j'en suis. En fait, les gens ont l'impression que j'ai énormément confiance en moi. Je dirais juste que j'ai conscience de moi, ce qui est différent. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. J'essaie de travailler au quotidien sur mes faiblesses. Les faiblesses, pendant longtemps, c'était la bienveillance envers les autres. Et ça fait un peu écho à... J'ai une manière de travailler, j'imaginais que tout le monde devait travailler de cette manière-là. J'ai compris avec le temps que c'est pas vrai. J'ai compris aussi avec le temps que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, objectifs de succès.
Bien réussir sa vie, ça veut dire quoi ? Chacun a son référentiel, c'est très différent. Bien gagner sa vie, ça veut dire quoi ? C'est pareil, en fait. Je pense qu'il faut avoir conscience que tout le monde n'a pas les mêmes vocations que nous dans la vie, et c'est normal, et c'est OK, c'est correct. Il faut respecter les autres, ils nous respecteront aussi. Les forces, je les consolide, et en fait, je me rends compte que plus le temps passe, plus je sais où je veux aller. J'avais une vision de mon step, je me rappelle quand j'avais 22, 23, 25 ans, je m'étais dit, OK, à 40 ans, je serai coach de vie. Ça me ressemble bien, j'aime les gens, j'aime la nature humaine, j'arrive à prendre de la hauteur sur les autres, mais c'était très loin de moi. Bon, en vrai, ça fait quand même 15 ans, donc ça fait quand même loin, mais plus les années passent, et plus je me dis, en fait, c'est ça. Je me rends compte vraiment que faire la culture change, arriver dans une organisation et dire... OK, j'ai cette vision globale, cette personne, elle n'est pas forcément à la bonne place, ou peut-être que si on lui rajouterait ça, elle serait peut-être plus heureuse. Sortir le meilleur de chez les autres, c'est une force que j'ai et qu'il faut que je continue à travailler. Ça, c'est important. Et les faiblesses, je les travaille au quotidien, mais c'est vrai que je te rejoins, Jessica. Son entourage proche, c'est pas eux qui vont dire, ou peut-être qu'ils vont le dire, mais pas forcément bien le dire, on va peut-être forcément l'accepter. Tes faiblesses, c'est ça, ça, ça. Mais au travail, les gens vont le dire. Et s'ils le disent pas directement, ils le diront indirectement. Et je pense que c'est important de se dire que déjà, tout le monde a des faiblesses, mais il faut travailler dessus. C'est pas pour la vie. En fait, rien n'est écrit dans le marbre, on est maître de notre destin. Il y a des choses qu'on fait moins bien, c'est pas grave. On fait jamais de sport, c'est pas... on peut se mettre à faire du sport. Alors, la première fois, on courra peut-être que 10 minutes et on sera complètement au bout, complètement en âge. Et puis, la deuxième fois, ce sera 15. Et puis, un jour, on arrive à faire le marathon. Les gens qui ont fait le marathon, c'est pas un matin, ils se sont levés et ils sont commencés à courir. Je pense qu'au travail, c'est pareil. Donc, ouais, je pense que je suis à peu près pareil. Je me suis rendu compte que j'avais le syndrome de l'imposteur, mais que je le disais, en fait. J'avais conscience que souvent, je disais oui, oui, je fais des maths, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai fait ça, 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 mais je suis moyenne. Et alors, les autres me regardaient, bah, non, t'es pas moyenne. Les moyens font ça. Alors, c'est une autre manière d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est juste que maintenant, je me suis dit, OK, ça c'est moi. Voilà comment je peux capitaliser. Qu'est-ce que je peux faire ? Je lis beaucoup de livres. Je lis beaucoup de success stories. Des biographies, comment les gens ont fait pour réussir. En ce moment, j'ai lu la biographie de Phil Knight, celui qui a créé Nike. Et en fait, c'est assez intéressant parce que à la fin, aujourd'hui, on voit beaucoup dans les réseaux sociaux et je pense qu'on est très influencé par ça, par LinkedIn, par les gens qui réussissent énormément. Mais évidemment, on va plus montrer nos réussites que nos faiblesses. On va plus... c'est comme quand on va quelque part, on va s'habiller, on va pas y aller en pyjama, c'est exactement la même chose. Mais au fond, les gens, c'est difficile pour eux. Peut-être que pendant 5, 10 ans, ils ont eu beaucoup de mal, peut-être qu'ils étaient seuls, peut-être qu'ils étaient malades, peut-être que... J'en sais rien, en fait, ils ont eu des difficultés. Et on en a moins conscience, alors on se dit, oh là là, cette personne, elle a un parcours incroyable, ou elle est arrivée à cela, j'y arriverai jamais. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour y arriver ? Est-ce que tu sais ? Et du coup, je trouve ça assez intéressant de lire les biographies, parce que c'est pas qu'on va avoir la même vie qu'eux. Mais tout du moins, on se rend compte que même des gens qui ont vraiment réussi dans la vie, déjà, ça s'est pas fait en 5 minutes. Voilà, faut arrêter de vouloir se dire un matin, on se lève et puis le lendemain matin, on sera où on veut aller. Non, c'est un travail de longue haleine. Mais surtout, c'est comme l'iceberg. On voit souvent ce dessin et je l'aime bien. Il y a le haut de l'iceberg où on voit les gens qui sont très successful, qui ont une très belle vie et on entend pas mal de choses par très belle vie. Mais on voit pas le en dessous. Le temps de travail qui passe, peut-être que ces gens-là, en fait, ils se couchent à 9h30 le soir et puis ils boivent pas d'alcool, ils mangent très sainement. Peut-être qu'ils ont pas de vie, en fait, en dehors. Enfin, ils ont fait des sacrifices, à un moment donné, c'est pas magique. Il faut sacrifier des choses pour arriver. Il faut juste se rendre compte que voilà, c'est un travail à faire de longue haleine et ça va prendre du temps. Et peut-être que notre objectif, il est à 5 ans. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, moi, je me vois là dans 3 ans et au final, tu l'as eu à la moitié du temps. Mais peut-être que tu aurais pu l'avoir au bout de 5 ans et est-ce que tu aurais été moins heureuse ? Peut-être oui, peut-être non, mais c'est bien de se donner des objectifs et c'est bien de mettre un temps parce qu'il ne faut pas non plus procrastiner. Mais faut être aussi un peu indulgent avec soi-même. Ben c'est ça, il faut être capable de se réajuster. Puis je pense aussi que ce que j'entends, puis je suis d'accord avec toi, c'est la connaissance de soi. On commence avec ça, faut se connaître, faut connaître ses limites pour pouvoir savoir comment se fixer des objectifs qui sont réalistes, puis après pouvoir se réajuster ou se repositionner à mesure que les opportunités se présentent ou les événements de la vie se présentent aussi. Effectivement. Si on a envie un peu de parler
plus concrètement, des outils. Comment vous avez parlé un peu de réseau, d'entourage. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour influencer vos points. Mais plus concrètement, quand vous avez passé à cette prochaine étape, quand vous avez vu le succès, c'était quoi les outils que vous avez utilisés? Comment vous avez fait pour soit s'assurer d'être prêt ou une fois en poste, de s'assurer d'aller en pleine force? Plusieurs choses, plusieurs outils sont à notre disposition. Moi, c'est sûr que la première chose, la première ressource que je vais tirer, c'est mon entourage. Donc, poser des questions, des gens qui sont déjà dans ce poste, dans ce domaine. Moi, j'ai changé de domaine aussi, donc je me suis retrouvée avec recommencer presque à zéro avec le réseau au niveau de la finance. Alors, j'ai tiré sur mon conjoint de l'époque. Il m'a fait rencontrer une de ses collègues qui avait été avocate et qui ensuite avait changé pour la finance. On a été prendre un verre ensemble. Elle a pu m'expliquer un peu le changement de carrière, mais aussi concrètement, dans le day-to-day, comment ça se passe d'un point de vue de quelqu'un qui a été formé légalement. Donc, le réseau, on y revient. Donc, le réseau professionnel, le réseau personnel aussi, évidemment, pour un peu voir... pour réfléchir à voix haute, ça aide. Moi, j'ai été faire des cours. On ne se cachera pas là, qu'au-delà de juste apprendre avec l'expérience en faisant mes dossiers, j'ai étudié, j'ai fait les cours du CSI, du Canadian Securities Institute, pour l'introduction aux valeurs mobilières, mais aussi d'autres cours. À la maison, si vous êtes intéressé, écrivez-moi, là, je vous enverrai les cours que moi j'ai suivis pour faire mes devoirs aussi, pour me donner cette impression que je reprenais un peu le contrôle après avoir fait ce grand changement. J'ai écouté des webinaires aussi qui étaient un peu axés justement plus sur les soft skills pour voir qu'est-ce que je pouvais transférer, qu'est-ce que je peux amener avec moi dans mon nouveau rôle, dans mon nouveau domaine. Puis après ça, quel autre outil je peux donner? Je pense que, encore une fois, ça revient au réseau parce qu'une fois qu'on est en poste, ça finit pas là. Une fois qu'on a eu la promotion, ça se termine pas là, on s'assoit pas. Il faut continuer à se développer pour pouvoir se réajuster. Donc, quand on passe de contributeur personnel, donc j'étais enquêteur, je faisais mes dossiers d'enquête, puis je suis devenue chef d'équipe, mais là, il a fallu que j'apprenne à donner des instructions, déléguer, organiser, présenter devant les instances un peu plus hautes au niveau des directeurs. J'ai appris tout ça, donc il a fallu que je continue à être curieuse puis à aller chercher ces compétences-là. Donc, il y a plusieurs ressources possibles, puis je pense que j'ai tiré pas mal sur le réseau quand même. Je reviens à ça, je me répète, mais ça a été ça qui m'a soutenue puis qui m'a donné les trucs, qui m'a aiguillée aussi. J'ai été me chercher un mentor, quelqu'un qui était dans l'organisation depuis longtemps, où j'ai pu poser des questions puis lui demander comment ça se passe une fois que tu t'es rendu là, comment je peux m'adapter à tel employé qui semble avoir plus de difficultés dans tel domaine, comment est-ce que je peux l'amener à faire ressortir le meilleur de lui-même. Ça a été un apprentissage, mais qui a été fait. Puis après ça, la ressource, notre plus grande ressource, c'est nous-mêmes. On est notre pire ennemi, mais on est aussi notre plus grande ressource. Donc, c'est d'être honnête avec soi-même, être humble, savoir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, puis aller les chercher, justement, les compétences qui nous manquent, puis aller chercher, créer ce temps-là pour aller suivre ses cours, par exemple, que j'ai dû faire à l'extérieur des heures de bureau. Donc, la première année, ça a été... j'ai sacrifié d'autres activités, on va dire, pendant que je faisais mes cours. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai globalement la même vision que toi. Je pense que oui, je dirais pas un sacrifice, c'est un investissement. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai toujours aimé la technique. J'aime comprendre comment marchent les marchés financiers. Je lis énormément. Je pense qu'il faut continuer à lire, il faut continuer à s'informer. Le monde bouge très rapidement. Donc ça, je pense que c'est important. Il faut être honnête, on n'a pas le temps de lire des journaux entiers. J'étais inscrit à des tonnes de magazines. Alors, j'enregistrais les articles, mais j'ai jamais le temps de les lire, et puis le temps passe. Et, LinkedIn est un très bon outil pour ça, parce que des gens le font à notre place, il faut être honnête. Il faut trouver quelques personnes qui lisent des articles et puis font des petits commentaires. Si ça nous intéresse vraiment, on va cliquer. Sinon, au moins, on a des grandes lignes. Donc ça, c'est important. Le réseau, ça compte beaucoup. Il ne faut pas avoir peur. En fait, le réseau, c'est vraiment là. Ça a l'air d'être un gros mot ou un mot à la mode ou je ne sais quoi, mais il se crée au quotidien, en fait. Même quand on est étudiant, on a un réseau.
C'est nos collègues, c'est nos voisins de classe. C'est nos pères, c'est nos pères, c'est avec ceux avec qui on a fait le projet en 3e année sur tel exposé. C'est même les enfants des amis de nos parents quand on était plus jeunes. Quand on va au cours de sport, ils ont forcément notre âge, donc eux aussi, ils font peut-être des études connexes. Faut pas avoir peur de poser des questions. Donc ça, c'est très important. Et moi, ce que j'avais mis en place, c'est... je mettais des points toutes les 2 semaines avec mon gestionnaire en disant, voilà ce que moi j'ai fait. J'ai besoin de te dire ce que moi j'ai fait concrètement. Ça mettait aussi à moi un peu de pression pour réaliser des choses, pour éviter cette procrastination ou j'ai trop plein d'idées mais j'en fais rien. Donc concrètement, voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis. Et t'en penses quoi ? Et du coup, en fait, ça m'aidait beaucoup parce que il me disait, là c'est bien, là t'aurais dû faire ça, là mets ça en place et regarde et reviens me voir dans 2 semaines. Donc ça m'a pas mal aidé, donc vraiment j'encourage aussi. Je sais que c'est pas ça dans toutes les organisations, j'ai conscience qu'on n'a pas le temps, que le temps c'est vraiment précieux, et à distance c'est encore plus difficile, parce que oui, on commence plus tôt, l'heure du déjeuner c'est plus pour les réunions, et puis après on se fait rattraper par la journée, mais il faut mettre dans l'agenda ça me met une demi-heure avec voilà concrètement ce que j'ai fait cette semaine, voilà les points que je mets en avant. Peut-être que c'est juste un point, mais ce point-là, qu'est-ce que t'en penses ? Donc ça, je pense que c'est important. Je repars aussi des lectures. C'est important de lire, de voir qu'est-ce que font les autres, puis de se rapprocher sur LinkedIn. Il ne faut pas hésiter à écrire à nos pairs ou à des gens qu'on connaît même ni d'Ève ni d'Adam, mais on voit qu'ils font un peu le même genre de métier que nous. Bonjour, voilà, j'ai vu qu'on faisait un peu le même métier. Est-ce que vous auriez 10 minutes à m'accorder pour un café virtuel ? Oui, les gens auront toujours 10 minutes à accorder. Et c'est le pendant de la distance, c'est que vous êtes à la maison, donc oui, vous pouvez prendre un café virtuel en 10 minutes. C'est pas comme si on se dit, on va se retrouver dans le centre-ville, on prend sa voiture, faut s'organiser comment je fais après. Non, n'hésitez pas à le faire. Moi, je sais que je l'ai fait pas mal de fois, et du coup, ça m'a donné aussi une autre vision, un autre relief. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit comment eux, ils travaillaient. C'est pas forcément la manière dont moi, j'aimerais travailler, mais ça m'a montré comment d'autres personnes peuvent travailler, comment ça peut être aussi enrichissant dans une équipe. Parce que c'est là aussi le challenge, je pense, que tu as, c'est dans ton équipe, il y a des gens qui ont des personnalités très différentes. Comment tu fais pour qu'ils travaillent bien ensemble ? Sachant que individuellement, ils peuvent très bien travailler, mais il y a aussi, c'est la nature humaine, hein, tout le monde ne s'entend pas. Comment leur faire comprendre qu'on a un but commun et c'est d'avancer, même s'il y a les contraintes de tout un chacun. Donc je pense que c'est intéressant de parler avec d'autres organisations, des personnes avec qui on n'est pas en compétition, ou tout du moins, on n'a pas d'enjeu. Voilà, juste on discute, c'est une relation saine. Et moi, ça m'a beaucoup servi, la FFQ, pour ça, parce que je me suis inscrite, et j'étais en France encore, et je me suis dit, j'ai vu un peu par hasard sur LinkedIn, plus ça a l'air intéressant, il y a pas mal de femmes, elles font de la finance au sens très large, donc forcément il y a des femmes qui ont fait peut-être un peu comme moi ou pas, mais ça me donnera un peu une vision globale. Et je me suis inscrite dans des programmes, il y a le SAF d'enrichissement, il y a les étincelles, comme disait Daisy au début, je suis la co-directrice du comité ESG et diversité inclusion, mais je fais aussi mentorat, où cette fois-ci je suis mentorée, et en fait ça c'est des outils qu'il faut utiliser, parce que ça permet de soit mieux se connaître, soit de se rendre compte que d'autres femmes ont les mêmes challenges que nous, ou même d'autres hommes, parce que c'est l'association des femmes, mais il y a quelques hommes. C'est vrai. Qui ont des challenges comme nous. Il n'y a pas que nous, parce que souvent, je pense qu'on se dit oh là là, c'est catastrophique, j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre, mais je dois être la seule. Mais en fait, non. Plein de gens ont eu ce problème, soit au même moment que vous, soit un peu avant, ou soit l'auront. Donc c'est toujours intéressant d'échanger avec eux, voir comment ils en sont sortis, comment ils l'ont vécu, parce que ils vont être transparents, hein. Souvent on le vit pas, le syndrome de l'imposteur que tu disais, ou même le fait que quand on rentre dans un nouveau poste, c'est que le début, en fait, c'est pas la finalité, c'est là que tout commence. Comment on fait pour pas se laisser submerger, comment on fait pour regagner du temps. Il faut aussi mettre des barrières, tu disais, le vrai seul ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes, c'est vrai, mais il faut savoir aussi dire stop, il faut apprendre à dire non. C'est pas grave, on a le droit de dire non, pas maintenant, et je pense que vaut mieux dire non, pas maintenant, bon, de manière polie toujours bien sûr, mais que de dire oui, et puis en fait de pas le faire. Ça crée à moitié. Ou de faire à moitié. Voilà. Ça crée des crispations, et là ça va créer du conflit, et ça va créer d'autres problèmes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir ou d'entendre. Effectivement, c'est super intéressant, vraiment, mesdames. J'adore notre discussion. Je pense qu'on pourrait continuer, en fait, sur les on va prendre un verre après, c'est ça, c'était l'idée. Jennifer t'a parlé justement de ton application à la FFQ, le programme de l'étincelle, les comités.
Ça t'apporte quoi, ces implications? Comment ça t'aide à passer à cette prochaine étape? Alors, les étincelles et le cercle d'enrichissement, ça m'a permis vraiment... Alors, je vais pas dire de me connaître moi, parce que globalement, je savais déjà. Mais ça m'a permis de comprendre les autres. Aussi, je suis arrivée dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture. J'en avais besoin pour comprendre comment marche le marché ici, quels sont les problèmes des femmes ou quels sont leurs enjeux. Et puis aussi des femmes qui font pas forcément exactement le même métier que moi, sachant que je fais complètement un métier différent. Je suis passée quand même de opérationnel pur derrière mes 3 écrans à faire du développement d'affaires, ce qui est très différent. Quels ont été leurs challenges, comment elles l'ont vécu. Ça, c'était très enrichissant pour moi. Pour le comité ESG, c'est assez différent parce que j'ai levé la main en disant j'ai des compétences. Mais là, c'est aussi intéressant parce qu'en Europe, c'est très développé et c'est dans la réglementation. Donc, les entreprises n'ont pas le choix. Ici, c'est un peu différent, même si on voit que la réglementation commence à prendre le pas. J'avais envie de voir comment ça s'inscrivait dans leur quotidien, pourquoi elles avaient l'intérêt. Quand on parle de ESG, est-ce qu'on parle de ESG de manière financière? Est-ce qu'on parle plutôt à l'échelle des entreprises ou de l'individu? Pour faire très simple, est-ce qu'on fait le tri chez soi, l'économie circulaire, ou est-ce qu'on parle d'investissement financier? Il y a aussi toute la partie diversité-inclusion. On parle d'inclure la diversité. Alors, on met souvent en avant les femmes, mais aujourd'hui, on a dépassé cette chose. Quand on dit on parle de diversité, ce n'est pas parce que vous avez des femmes dans votre organisation que vous faites la diversité. Non, ça, c'était il y a peut-être 20 ans. Aujourd'hui, c'est de dire... il y a des minorités visibles. Donc, il y a des gens qui viennent d'autres cultures, d'autres religions, etc. Mais il y a des gens qui ont aussi des minorités qui ne sont pas visibles. Typiquement, les handicaps, le diabète, c'est pas visible, c'est un handicap. Il y a d'autres maladies comme ça qui sont pas visibles, pourtant c'est un handicap, ou les gens qui sont petits, les gens qui sont grands, les gens qui sont timides. On n'en parle jamais, mais en fait, il y a des gens qui sont brillants, mais qui sont timides et qui n'osent pas. C'est un handicap pour leur carrière. Donc quand on dit on inclut la diversité, c'est aussi inclure les gens qui sont différents de nous. Donc moi, ça m'a beaucoup apporté, et ça nous permet d'encourager. Le comité ESG, c'est plus, on va dire... technique, où la spécialisation, c'est partager le savoir, c'est échanger sur des points de vue, ça c'est l'éducation, la sensibilité. La partie diversité et inclusion, c'est plus donner un coup de pouce aux femmes qui peut-être qui osent pas. On fait un très beau programme avec la BDC, ils sponsorisent un nombre de femmes qui n'ont pas forcément la chance d'être à la FFQ, qui ne connaissaient pas. Et elles participent au programme des étincelles et du cercle d'enrichissement. Et bien ça, c'est un vrai pas. Ça, on a une action concrète. Parce que ces femmes, c'est pas qu'elles font pas de la finance, c'est peut-être juste qu'elles sont arrivées de leur pays, peu importe où dans le monde, puis elles osent pas. Et on repart sur le syndrome de l'imposteur, de « je me sens pas légitime », alors que ces femmes, elles sont très brillantes, elles ont un très beau parcours. En réalité, dans leur travail, elles n'ont plus rien à prouver. Pourtant, elles repartent de zéro. Alors, je suis contente qu'on puisse les accompagner. Donc, c'est des petites actions comme ça, je pense que oui, aujourd'hui, je pense qu'on arrive aussi à un stade où, évidemment, qu'on pourrait être beaucoup plus senior, mais on pourrait être aussi beaucoup plus junior. Alors, donner de son temps, ce qui est vraiment agréable avec la FFQ, c'est qu'on peut donner de notre temps, en toute humilité, bien sûr, donner nos points de vue, aider les autres. Et je pense que pour recevoir, il faut donner. Donc, voilà ce que ça m'apporte, la FFQ, c'est aussi de transmettre mes connaissances, aussi bien techniques, finances, que donner de mon temps si je peux aider. Mais je trouve ça vraiment bien, en fait, que tu aies porté les 2 chapeaux. Donc, tu as profité des services de la FFQ, donc avec les étincelles, les sacs d'enrichissement, puis tu donnes de ton temps dans les comités aussi. Donc, ça te permet d'avoir vraiment une vision globale, encore une fois, des services, puis de comment tu peux, toi, contribuer. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé aussi, là, des sacs d'enrichissement. J'en ai profité l'année dernière, tout en étant bénévole dans le comité Gala, qui permet de faire rayonner les membres de la FFQ. Mais les sacs d'enrichissement, ça a été vraiment un bel outil. Si je peux prendre un peu de recul, revenir au point précédent, un bel outil dans le développement de ma carrière, parce que justement, c'est au-delà du webinaire où des fois, on s'assoit, on écoute le conférencier, on prend quelques notes, puis on fait des liens avec notre pratique actuelle. Avec les cercles, c'est que là, on peut échanger. On rencontre des gens, justement, comme tu disais, Jennifer, qui font pas nécessairement le même métier, mais qui peuvent avoir le même problème avec une approche différente. Moi, j'ai aimé qu'on pousse la réflexion un peu plus loin, justement, puis que je pouvais apporter à la table un exemple concret de ma vie avec, par exemple, j'ai une conversation critique qui s'en vient avec mon gestionnaire. Voici quel est mon plan. Puis après ça, la fois suivante, il fallait que j'ai eu la conversation avec mon gestionnaire, puis je pouvais leur expliquer, bon, mais voici ce que j'ai fait, les trucs que j'ai apportés. Puis ça m'a challengée, puis ça m'a forcé à sortir de
de ma zone de confort, justement. Alors, il y a tout à gagner, en fait, en participant aux activités. Mais je pense que c'est ça, c'est en fait le temps. Parfois, on se dit, je vais le faire. Je vais avoir cette discussion avec mon gestionnaire pour demander une augmentation, pour demander une promotion, pour lui demander son avis juste sur mon travail. Et puis, j'ose pas. Et puis, en fait, vu qu'on n'en parle pas, forcément, le temps passe. Et puis, quelqu'un d'autre, à côté de nous, va le faire. Et puis, on va être... C'est pas de la jalousie, mais on va se dire, oh là là, mais si j'avais su, si j'avais pu. Et en fait, non, ce qu'il y a de bien avec les cercles, c'est que on est pris dans le temps. En fait, on se voit toutes les 6 semaines. Donc, à partir du moment où on a dit, bon, c'est pas la fin du monde si on le fait pas, mais ça nous oblige à se dire, ok, je l'ai dit, on m'a donné un peu de courage, je vais le faire. Et je l'ai dit dans la vidéo, donc bon, je répète, mais c'est vrai, mais je pense qu'on n'a rien à perdre. Au pire quoi. En vrai, on va vous dire non. Mais on pourrait vous dire oui. Et puis, si c'est non cette fois-ci, on se sera au moins préparé. Et puis, la prochaine fois, on se dira, OK, alors là, j'ai dit ça, et ça n'a pas marché. Mais je pense que je vaux vraiment le coup. Alors, qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche ? Personne ne réussit tout du premier coup. Et c'est pas grave. Je pense que c'est d'ailleurs naturel. Mais c'est un bon exercice sur soi de se dire, OK, je vais le faire, je vais me lancer, je vais me jeter à l'eau. Puis je vois où j'en suis. OK, là, je dois travailler sur tel point. Je vais revenir. Et peut-être que ce sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais cette fois-ci, je serai prête. Jennifer, allons-y de manière inspirante. Si tu avais un conseil à donner à nos auditrices, nos auditeurs qui sont justement en train de se préparer ou de réfléchir à passer à la prochaine étape de la carrière, ça serait quoi ? Je pense que ce serait oser. Vraiment, il n'y a rien à perdre. Je sais que c'est pas facile. On se dit toujours qu'on n'a pas les compétences. On regarde à côté en disant lui, il est mieux, elle est mieux. J'ai pas l'âge. Je suis une femme, c'est un homme. Je viens de telle culture, il vient d'autre. Enfin, il y a toujours une bonne excuse. Mais en fait, osez, demandez. Et au pire, ce sera toujours enrichissant parce que vous serez préparé. Vous aurez marqué sur votre petite feuille, voilà pourquoi je veux ça. Et puis, à la fin, au pire, on vous dit non. Bon, on essaie d'argumenter, poser des questions pourquoi, mais la fois suivante, ça marchera, ou peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas le bon poste. Moi, je me dis avec le recul, j'adore les mathématiques. Alors, c'est pas le sujet le plus sexy, mais j'aime les mathématiques, je trouve ça intéressant, j'aime la gestion de portefeuille. Mais aujourd'hui, si on me reproposait un poste de gestionnaire de portefeuille, est-ce que j'irais ? Je sais pas. Est-ce que par contre, j'irais encadrer une équipe pour aller parler de la gestion de portefeuille ? Oui, ça oui. Donc, peut-être qu'à un moment donné, d'avoir eu le poste de gestionnaire de portefeuille sur les produits structurés, dérivés, en fait, peut-être que ça a été bénéfique pour moi. Et ça m'a permis aussi d'avoir autre chose, de faire de la consultation, de découvrir d'autres manières de travailler. Puis ensuite, on a déménagé, du coup, de voir d'autres cultures aussi. Donc, je pense qu'il faut oser, parce que même si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, peut-être que c'est comme ça pour une bonne raison, et que ça vous enverra dans un autre chemin qui sera sûrement beaucoup plus enrichissant. Je vais te copier un peu en disant il faut oser. Donc, si la prochaine étape de votre carrière, vous savez c'est quoi, allez-y, get that promotion si c'est ça que vous voulez. Mais ça, c'est la première étape seulement. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a le poste, il faut continuer à évoluer, il faut faire ses devoirs, même, je vous dirais, commencer à les faire un peu avant d'avoir le poste parce que la courbe peut être assez abrupte lorsqu'on passe justement du contributeur personnel au chef d'équipe, au gestionnaire, parce que la façon d'être évalué est différente, les méthodes sont différentes, la façon d'interagir avec l'équipe, avec les gens qui rapportent à nous est différente. Alors, il faut se préparer à ça. Si le poste de gestion est ce que vous visez comme prochaine étape. Donc, de un, ayez la promotion, puis attendez pas d'avoir 100% de toutes les cases cochées pour 80, ça suffit amplement. Même pas. Hein? Oui. À mon avis, même pas. Non, exactement. Parce que quand on regarde une description de poste, c'est le candidat idéal que l'employeur voudrait, mais pourrait se contenter en fait d'un mélange, d'un amalgame de certaines compétences ici et là. Donc, comme tu dis, Jennifer, osez, allez le chercher, ce titre, si c'est ce que vous voulez. Mais après ça, ce n'est pas une finalité. On veut continuer à évoluer, puis continuer à évoluer en tant que professionnel, continuer à apprendre, continuer à rencontrer des gens, puis à se rendre utile, pas juste pour soi-même, mais aussi pour son organisation, parce que c'est comme ça aussi qu'on va acquérir de la valeur, en demeurant un coéquipier, en fait. Et on revient sur le réseau, ça fait 2 choses, mais du coup, il faut continuer à travailler son réseau. Et c'est important, sans le réseau, on ne peut pas y arriver. C'est le réseau qui va nous faire monter en compétences, c'est le réseau qui va aussi nous challenger.
c'est ça qui va nous donner l'ambition positive. Voir des success stories, c'est inspirant. Si on voit jamais personne, si on reste devant nous, juste à regarder notre petite personne, quel est notre but ? Enfin, on a une vision beaucoup plus court-termiste, aussi bien en vision qu'en temps, alors que si on s'ouvre, ça va nous donner beaucoup plus de possibles, des passes qu'on n'aurait jamais imaginées. Et puis, même dans l'organisation, vous arrivez dans une nouvelle organisation, vous arrivez dans un nouveau poste, c'est pas une finalité. Jessica, elle a complètement raison, c'est vraiment le début, mais c'est avec les autres qui sont déjà là. C'est eux vos meilleurs alliés. C'est eux qui vont vous expliquer, voilà, on fait comme ça, on rend comme ça les choses. Et c'est pas que vous n'avez pas les compétences techniques, c'est juste que dans chaque organisation, il y a des choses à prendre en compte, et c'est normal de repartir un peu junior sur certains sujets. Et c'est pas grave. C'est juste que, voilà, plus vite vous donnez de votre temps, et c'est ça aussi qui est important, il faut donner pour recevoir. Plus vite vous donnez de votre temps en disant, voilà, moi, voilà mes compétences, j'arrive, je suis votre nouveau gestionnaire, voilà ce que moi je peux vous apporter, mais maintenant j'ai besoin de vous. Donnez-moi l'historique. Comment ça marche, avec quelle équipe, comment il faut rendre compte. Et c'est en travaillant main dans la main qu'on va plus loin. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça va être le mot de la fin. Ouais. Tu peux faire le mic drop à ce stade. Mais c'est ça le réseau. Je pense que c'est important qu'on insiste là-dessus. C'est pas juste les gens qui sont supérieurs à nous puis qui peuvent nous donner la promotion. C'est nos pairs, c'est les gens autour, c'est les gens de l'autre côté de la porte, de la machine à café. C'est tous ces gens-là, le réseau externe aussi. C'est tous les gens qui peuvent nous aider à nous positionner, nous aiguiller, puis nous expliquer un peu comment fonctionne l'organisation pour bien comprendre on se situe où, justement, là-dedans. Quelle est la culture, quel est le non-écrit, le non-dit. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Donc, le mot d'ordre, je pense que c'est le réseau. Sur ce, Jennifer, Jessica, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette très belle discussion. C'est ça, si j'avais des choses à retenir... sur comment passer à la prochaine étape de la carrière, je dirais c'est adaptabilité, c'est ça, bien s'entourer, vous me dites si je manque quelque chose, et puis rester ouvert pour des nouvelles opportunités, nouveaux défis. Je pense, est-ce que j'ai manqué quelque chose d'important? Non, parce que tu as les grands points. C'est ça, hein. J'ai bien pu résumer. Alors vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre discussion. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes qui sont à l'écoute de cet épisode du balado. Merci beaucoup, c'était bien chouette. Merci. Puis peut-être pour terminer, pour faire le lien, je pense que c'est important de mentionner qu'il y a des programmes de la FFQ comme les étincelles, comme les cercles d'enrichissement qui permettent à outiller les personnes et en termes de réseau, mais aussi en termes de compétences plus techniques, comportementales, de leadership pour les aider à passer à cette prochaine étape de carrière. Donc tous les détails de ces programmes seront sur le site web de la FFQ. Et merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci.